Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui je suis avec David Athias. Il a travaillé avec les plus grands noms de la boxe et c'est pour ça que je viens le rencontrer aujourd'hui. Il va nous parler un peu de son parcours, de son métier, pas en tant que boxeur, pas en tant que coach, pas en tant que promoteur. Non, on sort de tout ça. Et là on va parler à un spécialiste du corps humain, donc un ostéo qui a manipulé du coup les plus grands. Voilà. Donc si tu vas nous dire, tu vas nous raconter un peu d'abord ton parcours, tu vas avoir plein d'anecdotes pour nous, ça va être cool. Et puis après j'ai des questions pour toi, comme je te le disais tout à l'heure, Ouais. pour un peu comment développer notre corps pour être au top, tu vois, surtout pour les boxeurs quoi. Donc vas-y, Alors, bon. bonjour à tous, bonjour Jean-Charles. J'ai Salut. commencé la boxe thaï à l'âge de 13 ans. J'ai eu la chance de m'entrer dans un grand club où il y avait pas mal de grands champions. Il y avait Totov, Jérôme Le Banner, Skarbowski, Ah ouais. ceux qui connaissent un petit peu. Donc j'ai grandi un petit peu dans cet environnement-là. Je suis parti assez jeune en Thaïlande. J'ai cru que j'allais être champion du monde, mais bon, c'était mort, hein. Je suis parti dans des camps, j'ai fait 3 combats en boxe thaï en Thaïlande. J'ai combattu un petit peu en amateur. Et puis j'avais cet amour pour l'anglaise. Donc je tournais un petit peu dans les salles, mais je me faisais massacrer. L'anglaise de la boxe thaï ne suffisait pas. Et j'ai commencé dans le 13e, chez André Parfait, D'accord. un grand coach, où j'ai fait mes premiers combats amateurs. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait une petite dizaine. Et rapidement, en parallèle, justement, je faisais mes études d'ostéopathie, plus jeune, hein, quand j'ai commencé la boxe thaï. Et j'avais ce petit côté à la préparation physique, où j'apportais beaucoup à mes potes qui combattaient. Je les aidais beaucoup pour les régimes, parce que j'ai toujours été passionné de nutrition. Et de fil en aiguille, après je suis devenu ostéo. Donc ça a été un petit kiff, puisque j'étais entouré que de sportifs, que de boxeurs qui avaient des niveaux nationaux et européens. Et j'ai ouvert mon cabinet à Paris au début. Et en fait j'ai eu une chance, c'est que c'était il y a 10 ans maintenant. Je suis parti à Los Angeles. En fait, je me suis fait mon kiff. Je suis parti un mois dans la salle de Freddie Roach. J'ai même pu. Un des entraîneurs les plus mythiques, hein, voilà, Les élu plus- je ne sais combien de fois entraîneur de l'année. Exactement. Et à cette époque-là, je peux te dire, là, il y avait Amir Khan qui s'entraînait, il y avait Chavez Junior. D'accord. Et puis je voyais tous les jours des gens qui tournaient. Il y avait même Benavidez. Je crois qu'il avait Ah ouais. 14 ou 15 ans. Ah ouais, Et d'accord. il mettait déjà les gants avec des pros. Le petit frère, tu sais, ils sont deux. Celui qui a encore, qui est en super moyen maintenant. C'est ça. C'était un obèse lui apparemment. Il y a- Apparemment, il y a un moment, il était obèse et il a perdu du poids. Ouais, moi je l'ai vu fin, quoi. Toi, je l'avais fait. En pleine puberté, quoi. Voilà, je pense Ok, que ok. ça devait être ça. Et pour être honnête avec vous, bien évidemment, hein, tous les soirs, H24, je regardais Floyd Mayweather, mais depuis tout petit. Lui, je le suivais Ouais. depuis tout le temps. Et il y avait un sparring partner, justement, qui partait à Vegas. Mhm. Je l'ai collé. D'accord. Je suis parti le coller, et puis je voulais voir aussi Las Vegas. Donc Et- un Français qui partait. Non, pas du tout. C'était un Mexicain Ah, ok. qui, je crois que c'était contre Et comment tu as eu le contact? Il s'entraînait au Wildcard. Ah, ok. C'est tout. Donc c'est comme ça que tu as pu. Ok. Je te l'ai fait ça. Moi, j'étais au Wildcard. Je m'entraînais, je mettais les gants. Tu as su que le gars. Je criais à tout le monde que j'étais ostéo, chiropracteur. Donc, j'avais pas un anglais foufou. Donc, tous les jours, craque-moi les cervicales, remets-moi le dos aussi. Donc, tu sais, les clubs, comment dire, aux États-Unis, je vais pas dire c'est différent comme en France, mais c'est une famille. Quand quelqu'un te voit tous les jours, c'est ah bah tiens, t'es là, t'as pas mangé, viens manger avec moi. D'accord. Ton hôtel il est là, viens, je te dépose. Ouais. Les Américains, c'est C'est plus peut-être- facile. c'est plus de faire facile. rentrer dans- Certes, les relations sont fausses, puisque chacun doit apporter Oui. quelque chose, Ouais, c'est ça. mais c'est facile. Ouais. La Je prise me- de contact est plus facile. Voilà. Ici, c'est pas. En France, il faut passer des codes d'abord. Exactement, il y a des étapes. Ouais. Donc je suis arrivé. Il m'a donné l'adresse. Il m'a dit moi je pourrais pas te faire rentrer. Moi je travaille hein, là-bas. Faut savoir que sparring partner t'es payé. Et t'es Ouais. bien payé. C'est vraiment un Ouais, vrai. c'est un c'est métier, vraiment un vrai métier. Ouais. Je peux même vous avouer que c'était un mois d'août, il faisait peut-être 40 degrés, je suis resté peut-être 2 heures devant une petite porte, Ouais. il y avait des gardes du corps, il y avait HBO à l'époque qui était là. J'ai attendu, il y a un moment d'inattention, j'ai poussé la porte, je suis rentré. Je suis rentré, on m'a sauté dessus, qu'est-ce que tu veux? Je dis j'ai bégayé, je dis c'est moi le docteur. T'étais quoi? Je suis chiropracteur, c'est bien l'adresse de la salle. On m'a dit je comprends rien, assieds-toi. Assieds-toi. Je suis resté peut-être 3 heures assis à regarder Roger Mayweather Donc entrer. l'oncle L'oncle. de Floyd Mayweather, Voilà. qui était aussi boxeur professionnel et qui est devenu un grand coach. C'est ça.
En fait, il entraînait 2 gars, il faisait du sparring, un petit peu de leçon. Et je te mens pas, peut-être au bout de 2 heures, je me suis levé et je dis excusez-moi, ah oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Il m'avait oublié. J'étais assis comme ça, je regardais. Je commence à raconter un petit peu mon parcours, machin. Et maintenant, je te parle de ça, c'était il y a à peu près 10 ans. Ouais. Je faisais assez jeune. Je me dis, mais t'es pas docteur, toi, qu'est-ce que tu racontes? Et un des mecs qui avait fait le sparring me dit, t'es chiropracteur? Bah tiens, j'ai ma mâchoire qui est bloquée. Je l'ai assis, je lui ai remis la mâchoire, ça y a eu un gros claque, et ils sont mis tous à crier dans la salle. Ah, c'est un truc de fou ce que t'as fait, faut que Floyd y voit ça. Alors Roger, il me dit, voilà, assieds-toi, Floyd il arrive dans 2 heures, t'es mon invité. Là, je t'explique, je comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Donc je suis assis 2 heures, j'attends. Moi à l'époque j'avais pas un bon anglais, tu vois. Ouais. Donc j'attends. J'essaie même pas de tisser des liens d'amitié ou de parler aux gens, tu sais, c'est très très fermé, tu vois. Bien sûr. Et au fur et à mesure, je vois un garde du corps, 2 gardes du corps qui rentrent, bon, des mecs tu sais que je suivais les vidéos, donc je me dis il va arriver. Et là je vois un petit bonhomme, le mec il fait quoi, 1,70. Ouais, il est petit. Et c'est vraiment un truc qui m'a choqué. J'ai vu un mec, tu vois, comme dans les Dragon Ball Z, comme un mec avec une aura, une énergie. Un mec qui rentre comme ça, je suis une gomme en bouche. Tu sens la confiance. Il dégageait quelque chose, quoi. Une confiance de fou. Ouais. Après, je te dirai plus tard, bon, quand j'ai appris à le connaître, il a confiance, mais pas confiance. Ouais. Il s'oblige à se donner confiance en lui. Ouais, ça fait partie du voilà. protocole du champion pour se mettre en condition de... En fait, il se parle qu'à lui-même, il n'a pas de coach Floyd. Il se parle qu'à lui-même toute la journée, même devant un sac, même à la leçon, quand tu vois Roger qui lui fait ses blocages, crochet, hop, passe en dessous, hop, il s'auto-coach le mec. Ouais, d'accord. Mais bon, pour en revenir, voilà, bon, je vois un mec avec une aura de dingue, waouh, vraiment, je le vois mettre les gants, je le vois s'entraîner, je suis... Voilà quoi, je dors pas. Et j'ai eu la chance, si tu veux, pendant 3 jours, être avec eux. Je te cache pas que j'étais là au culot toute la journée. Ma carte de visite, voilà machin, voilà truc, qu'est-ce que tu veux, c'est bon. Et le dernier jour, j'insiste tellement que le Roger, il me prend, il me pousse dans son vestiaire, il me dit tiens, tu m'as saoulé, va lui parler. Et je suis assis dans son vestiaire. Il t'avait pas parlé du tout depuis que tu étais là. Qui ça? Floyd. Non, rien. T'avais pas calcul en fait. Non, WhatsApp, tu sais, on est 10-15 dans la salle. Salut tout le monde. Si t'es dans la salle, je sais pas t'es qui, mais bon, t'es dans la salle, parce que personne ne regarde son entraînement, tu vois. Même je vais te dire, la première fois que je l'ai vu, c'était contre Victor Ortiz. Ouais. Victor Ortiz, il faut savoir qu'à cette époque-là, Floyd il est connu, mais il n'est pas surconnu. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui tu vas dans la rue, tu peux dire Floyd Mayweather, ouais, j'en ai entendu parler parce qu'il y a eu McGregor, il y a eu machin. Comme aujourd'hui, tu parles à n'importe quelle personne dans la rue, il connaît Ali ou Mike Tyson. Ouais. Mais pas tout le monde connaît Floyd Mayweather. Mais en 2010-2011, pas grand monde le connaît. Donc c'était un petit circuit fermé autour de lui, tu vois. Donc s'il voit 15-20 mecs dans la salle, il dit bonjour. Il est dans son monde, le mec. Ouais, bien sûr. Et donc je te dis, je suis dans le vestiaire et je me mets à bégayer, quoi. Mais vraiment, bégayer, quoi. On dirait que je me retrouve dans le président de la République, quoi. Je sais pas quoi dire. Et je commence à lui dire, ouais, si t'as des problèmes aux os, machin. Et il fait un signe comme ça. Et son homme de main, Léonard Ellerbe, c'est le patron de Mayweather Promotion, il me lève. Il me dit, vas-y, sors. Il me dit, bon, c'est bon, depuis 3 jours, on t'a vu, on a compris, t'es chiropracteur, t'es machin. Et là, franchement, je lui parle avec le cœur. Je lui dis, écoute, je sais que toi, tu fais ça, toi, t'as tel rôle, toi, t'as ci. Je lui dis, il vous manque ça. Et là, il nous dit, mais tu nous espionnes ou quoi? Je dis, non, je lui dis, vraiment, je sais que je peux vous apporter quelque chose. Il me dit, écoute, voilà, j'ai tes contacts, voilà. Et il me ressort, je m'en rappelle, il me dit, j'ai ta carte de visite. Avec un anglais, je lui dis, is in the garbage. Je lui dis, elle est à la poubelle, la carte de visite. Et il me fait comme ça, il me la sort. Il fait, tiens, il y a bien ton email et ton numéro. Il dit, je dis pas que je vais t'appeler. 3 mois après, j'ai reçu un email, comme je t'ai expliqué. Tes yeux ont dû briller. Ah, j'ai pas compris. Il y avait 2 tickets de Pacquiao Marquez, c'était le 3, et avec un billet d'avion qui me dit viens, on veut te rencontrer, on veut parler. J'ai passé une semaine où en fait je leur ai expliqué un petit peu ma vision du corps, enfin ma vision de la boxe. Et le gros débat à cette époque-là, c'était les blood tests, les tests, les prélèvements sanguins de Manny Pacquiao. Tout le monde disait ce combat va jamais se faire.
Et Pacquiao disait oui, on va rajouter des clauses à chaque fois. Ouais. D'accord, ils font que rajouter des clauses. Ouais. Je veux une prise de sang chaque semaine, une prise de sang avant la pesée. Je fais passer aucun message. Mais je leur expliquais que oui, physiologiquement parlant, on ne peut pas prendre 10, 12, voire 14 kilos, garder la même vitesse de bras. Donc voilà, c'est sûr qu'il y avait quelque chose. Et de fil en aiguille, ils m'ont dit voilà, on va monter une boîte de promotion qui va s'appeler The Money Team. On va commencer à promouvoir la boxe et tout. Et on va te confier 3 boxeurs. D'accord. Alors il y avait Love, Giléon Love, Badou Jack, qui est connu aujourd'hui et maintenant mondialement, et Luis Arias Cuba, qui a fait des combats internationaux, enfin même mondiaux. Il a combattu Daniel Jacob et Rosado. Donc j'ai commencé avec ces 3 boxeurs. Je ne vous cache pas que ma plus grande fierté, ça a été Badou Jack. On a commencé vraiment au plus bas, quoi. C'est-à-dire même un c'est l'un des premiers qui a signé avec Floyd, sous Floyd. Badou Jack. L'un des premiers, exactement. Il y avait lui, il y avait Ishii Smith. C'est l'un de ses premiers. Oui, c'est vrai. C'est son premier champion du monde. Mais je peux te dire que Badou Jack n'était même pas calculé. Il était jeté dans un. Alors je vais quand même faire un petit message. Il ne faut pas embellir les États-Unis. Pourquoi je dis ça, les promoteurs ou autres, tu peux signer avec Floyd ou avec machin, mais tu vas être jeté dans une salle. Ouais, ça veut pas dire que c'est bon, ils vont te. Mais j'ai l'impression quand même que Gervonta Davis, lui, il le chouchoute aujourd'hui. Parce que dès le début, il savait qu'il allait être voilà. Gervonta Davis, il faut savoir qu'il était avec Adrien Bronner au début. Dès le début, il a mis les sous, il l'a mis. Tu sais, Floyd aujourd'hui il doit avoir peut-être quoi, une trentaine, une quarantaine de boxeurs. C'est-à-dire que tu vas à la salle, tu dois payer ton mec qui fait la leçon. Tu dois payer. Ça, tu payes tout là-bas. Non, mais tu payes tout. Je veux dire, moi, Badou Jack, par exemple, je suis arrivé avec mentalité européenne. Je lui dis, pourquoi tu payes 5 mecs? T'as un mec qui tient le chrono, un mec qui tient les pattes d'ours. Moi, je suis l'ostéo, je te fais ta prépa physique. Un mec pour les repas. Je lui dis, t'as pas besoin de tout ça. Et un head coach, il est juste dans le coin, jab, bras avant pendant les sparring. Je lui dis, mais t'es cool. Je lui dis, mais c'est ça. Et quand tu arrives aux États-Unis, t'es pro, t'as tant, t'as 10, t'as 15, t'as 20 combats, on te met ces mecs-là. Je dis pas que c'est. Quand t'as les moyens, tu fais des combats à 2, 3, 4 millions de dollars, bien évidemment, il faut s'entourer. Je suis d'accord. Mais quand tu commences, je veux dire, un mec qui te fait la leçon, c'est ton coach. Et plus le cutman a payé aussi. Le cutman, c'est à part. Et le cutman à Vegas, à chaque fois, il vient, et les bandes et les machins et tout. Enfin, il ne fait pas des bandages pro à chaque fois, mais il est là. Donc, il faut pas idéaliser. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est qu'un mec comme Badou Jack, il était jeté dans la salle. Mais jeté. Il faisait sa leçon, il faisait son sac. Quand il y avait des mecs qui devaient combattre ou machin, à cette époque-là, quand j'ai commencé, il y avait les frères Dairel qui commençaient à monter. Bien sûr. Qui sont encore bien classés. André et Anthony qui commençaient. Moi j'ai assisté à des scènes, j'avais de la peine. Genre je voyais Love, Giléon Love, qui se faisait matraquer par. C'était qui? C'était Anthony. Anthony, ouais. Non, je te dis une bêtise. André Dairel. Il se met massacré. Tu vois, le mec qui sortait d'équipe olympique, il avait 6-7 combats pro. Donc il est là, il se fait massacrer. T'as tout le monde qui est autour dans les cordes. Et voilà, t'as Floyd qui t'a signé, il faut que tu fasses tes preuves. Donc, et après, il y en a 1, 2, 3 qui sort du lot. Je vais te raconter, Badou Jack par exemple, 2015, il avait pris un KO dur d'Eric Edwards. Je sais pas si ça te parle, en 2014-2015, c'est un accident qu'il a eu tout simplement. Il a refait 1 ou 2 combats derrière. Et à cette époque-là, Anthony Dairel, il n'y avait pas de challenger vraiment officiel. On lui a pas proposé une très belle bourse pour un premier championnat du monde. C'était pas en millions de dollars, c'était bas. On lui dit voilà Chicago, machin truc. Je suis parti avec lui à Chicago. Il y avait deux autres mecs de la team. Je te dis la vérité, voilà, c'est la chance de ta vie. Et ça, c'est ça ce qui est dur dans la boxe, et malheureusement c'est comme ça. C'est qu'au début on te prend un peu comme un faire-valoir, et un jour effectivement tu peux avoir ta chance. Et c'est ce que je répète, je dis quand tu as ta chance, faut y aller. Comment dire, il faut pas la louper. Mais non, mais c'est génial, faut pas la louper. Et il a été à Chicago. Al Haymon, il venait de sortir première championne là, tu sais, sa boîte de promotion. Oui, bien sûr. C'était les premiers combats. Les premiers combats. Il gagne et voilà. Et après, tout de suite, après 3 mois après George Groves, après il y a eu qui? Il y a eu Buté, il y a eu James Digal. Il était sur le rail. Mais ça, quand tu regardes ça comme ça,
Tu sais, je parlais beaucoup avec. Je soigne Nordine, c'est comme tu sais, ou Bali, Ouais, et je ouais. parlais beaucoup. Il me disait, oui, je me rappelle de Badou aux Jeux Olympiques. En amateur, ouais, il était pas top. Et même Badou il me disait, ouais, j'étais pas top, j'ai commencé à 20 ans. Ouais, ouais. Et Ouais, il a commencé tard. Hein. il a commencé tard, mais en fait, c'est un investissement sur toi-même, c'est ce qu'il a fait, quoi. Il est parti Ouais. aux États-Unis et au début, il a galéré, quoi. Il s'est fait attraper par un manager qui lui prenait 30-40% de ses bourses, entre 30 et 40, alors qu'il venait de signer chez Floyd. Donc c'est pour ça que moi j'ai eu de la chance. Parce que c'est vrai que les plus grands, je les ai vus s'entraîner. Il y en a même que j'ai soigné, à qui j'ai apporté certaines choses. Tu vois, je me suis retrouvé par exemple dans un camp d'entraînement à Miami où je soignais David Haye, premier combat avant Tony Bellew, et Chris Eubank Jr. Il avait eu une grande blessure. Pendant un moment, il était immobilisé avec son coude. Et tu vois, ça, c'est des mecs indépendants. Mais parce que derrière, il y a les fonds. Bon, Chris Eubank, il a son père, il connaît le business. Ouais. Et David Haye, il est en roue libre. Ouais. C'est des vrais businessmen. Donc, quand tu as cette chance-là d'avoir les fonds, je parle financier, les contacts à côté, tu peux te lancer. Mais à côté de ça, voilà, c'est pas tout rose les États-Unis. C'est ça, ce que je veux dire. Bien sûr. Et moi, entre 2010 et 2015, quand on m'a vu là-bas, bah, tu peux pas t'imaginer le nombre de messages que j'ai pu recevoir. Ouais, introduis-moi. J'ai même ramené des Français là-bas. Ouais. J'en ai ramené qui ont mis les gants et tout. Et je leur expliquais par A plus B, voilà, tu n'as rien à envier. Ouais, ouais. À moi d'avoir, je te rigole pas, tu as peut-être 6 mois, 1 an, tu as mis un peu d'argent de côté, tu prends un petit motel et tous les jours tu vas à la guerre et tu montes sur le ring, c'est sparring et tu casses des bouches et puis ok, tu gagnes ton respect, 1, 2, tu vas faire 2, 3 combats bidons en prenant 5-6 000 $. Et je dis bien 5-6 000, les combats que vous voyez en encadrement, c'est ça, ces bourses-là. Donc 5-6 000 $, pendant 2 mois, tu as fait ton camp d'entraînement. Ouais. Il y a toute la marmaille que je t'ai raconté qui est autour. T'as payé. Donc en fait, ça te coûte de l'argent de boxer. Ouais. Bah oui. C'est comme tu dis, un investissement. C'est un investissement sur toi. Ouais. Et voilà. Ouais. Voilà. Et du coup, toi, pour avoir ton métier d'ostéo, comment tu pratiquais avec les boxeurs avant les combats? Tu les manipules, tu vois? Alors Quand pas Badou Jack, voilà, que tu as accompagné. Parce que Floyd, tu l'as manipulé un peu. Comment ça s'est Floyd, passé? je l'ai manipulé. Ouais. À partir de 2013. Floyd, je vais être honnête avec toi, Floyd, c'était exclusivement pour ses mains. D'accord. C'est-à-dire que Floyd, il a les mains très très fragiles. D'accord. Mais Floyd, si tu veux, j'étais là avec lui, je vais pas dire comme un conseiller, parce que le mec, comme tu vois dans ses vidéos, il a 4 masseuses autour de lui. Ouais. Tu vois, c'est des fois, tiens, j'ai une petite crampe, tiens, j'ai ça, ma main, mon poignet, ma nuque, c'est pas des vraies séances. Ouais. C'est Floyd, t'es dans son staff. Et petite anecdote encore, tout le monde me dit, ah, c'était un rêve de bosser avec lui. Faut avoir les nerfs solides. Je veux dire, quand tu travailles avec des grands champions, je te décris des fois des journées type, 14 heures à la salle. 14 heures, tu es à la salle, t'attends. À 21 heures, il n'y a personne. Rentre au motel. 2 heures du matin, il va courir. Lève-toi. Et tire-le. Tu vois, aujourd'hui, je le ferai. T'es un larbin, quoi. Non, mais aujourd'hui, je le ferai jamais, ça. Ouais. Aujourd'hui, je le ferai jamais. Je le ferai pas. Alors, je vais pas cracher dans la soupe. J'ai vécu des choses extraordinaires. Mais j'ai appris des choses. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote, pardon. Ouais. Donc, non, Du coup, donc ses mains, tu disais? voilà, ces mains, tu les checkes à chaque fois. Donc, faut savoir que quand tu es en préparation, bah, déjà, si tu gères pas ton poids, tu es en perte de poids. Les entraînements, ils sont assez élevés, donc tu prends beaucoup de chocs. Ouais. Donc, c'est une sorte de prévoyance que je fais pour éviter la blessure, la rupture. Il faut savoir qu'il y a énormément de combattants qui montent sur le ring blessés. Mais énormément, Oui. et on ne sait pas à quel point. Ouais. En torse au poignet, en torse à la main, en torse à la cheville. Je gère aussi, alors moi si tu veux, j'ai une spécialité qui est en ostéopathie qui est dans le digestif et la nutrition. D'accord. Donc c'est plein de techniques si tu veux pour au niveau digestif, pour avoir une meilleure assimilation des nutriments, des protéines. D'accord. Tu vois, il y a certains régimes que quand tu consommes énormément de protéines, des fois tu peux avoir une digestion qui est lourde. Ouais. Stop les gars, on s'arrête ici. Comme vous l'avez deviné, dans la seconde partie, on va parler d'alimentation, l'alimentation du boxeur. Donc on se retrouve le 28 décembre pour la suite de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde.
Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.